Bonjour tout le monde. Alors du coup aujourd'hui j'accueille Aïssa. On va attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes avant de faire les présentations pour que tout le monde puisse s'installer, avoir le temps d'arriver, etc. Mais du coup pour ceux qui sont là, bah, du coup merci de nous rejoindre pendant la pause déj. Bon appétit pour ceux qui sont en train de manger devant, devant Mm. ce divertissement. Donc, je vais résumer rapidement sans entrer dans les détails pour attendre. Mais en gros, aujourd'hui, on va parler d'investissement alternatif au sens large du terme, avant de faire plus un focus dans une deuxième partie donc sur Enki, qui se place aussi dans cette catégorie des investissements alternatifs. Et on va voir pourquoi, justement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer qu'est-ce que c'est, euh, quels sont les actifs alternatifs qu'on peut trouver actuellement sur le marché. On va parler un peu aussi de l'évolution du marché, des nouvelles offres qui sont arrivées. C'est un peu le Far West actuellement, enfin, en tout cas depuis, j'ai l'impression que depuis 2020, depuis la crise Covid, c'est un peu le Far West. Et il y a des offres dans tous les sens et de voir un peu comment on peut faire le tri justement dans ce qui est bien, là où il faut être vigilant, un peu moins. Enfin, un peu moins. Il faut toujours être vigilant, mais je voulais dire où on peut être un peu plus assuré, quoi. Et ensuite, du coup, de vous expliquer aussi, bah voilà, comment ça s'intègre clairement dans un portefeuille, parce que bah, les actifs alternatifs, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des risques qui sont différents, il y a des objectifs différents, bref. Et à la fin, bah, du coup, on fera un focus sur Enki. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions tout le long. On pourra répondre à certaines en live pendant la présentation et certaines, bah, on attendra à la fin. Je pense que si tout va bien, on... ça devrait durer entre 40 et 60 minutes selon le nombre de questions et aussi selon notre débit, tout ce qu'on a à dire. Mais voilà, donc en gros, j'ai fait le petit récap. Donc on va passer aux présentations. Donc moi, je me présente rapido, mais alors, moi, c'est Johan. Je pense que la plupart qui sont ici, bah, vous me connaissez certainement parce que c'est moi qui écris les newsletters Snowball. Et donc, la majorité d'entre vous viennent de là aujourd'hui, mais certains peuvent venir aussi de la communauté Anki. Donc, voilà, moi, c'est Johan, donc le fondateur de Snowball que j'ai créé en 2020 déjà, bientôt 6 ans. Voilà, donc Aïssa, toi qui es fondateur de Enki, je te laisse te présenter rapido. Yes, bah écoute, déjà merci Johan pour avoir organisé ce petit webinaire. C'est hyper sympa de pouvoir échanger sous ce format. Et puis ben, bienvenue à tous et merci à tous les participants. Donc moi c'est Aïssa, donc effectivement je suis le fondateur et CEO de Enki. Et donc ben, avec Enki, notre vocation c'est de changer la manière dont on consomme le mobilier. Donc on a la croyance assez ferme qu'on peut vraiment faire évoluer nos modes de consommation. Et donc on a lancé en fait en 2020 Enki. Donc le principe est assez simple, c'est qu'on équipe des espaces B2B, donc avec du mobilier sous forme d'abonnement. Donc c'est-à-dire que nos clients donc n'achètent pas leur mobilier, mais payent un service en fait qui leur permet du coup de ne pas devoir investir massivement dans leur mobilier et de pouvoir voilà, avoir de la flexibilité, faire évoluer le mobilier en fonction de leurs besoins. Et en fait, la particularité, je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est qu'on a intégré à ce modèle, puisqu'en fait, tout ce mobilier, il faut pouvoir le financer, donc ça représente pas mal d'assets. Et donc, on a mis en place un modèle de financement participatif où donc on a ouvert la possibilité à des investisseurs, donc particuliers ou professionnels, de pouvoir indirectement euh, recevoir un retour sur les loyers qui sont générés donc, à travers nos souscriptions, sous forme donc d'investissement, voilà, via la plateforme que certains connaissent peut-être déjà. Donc Ouais, voilà, on va développer ça un petit peu plus en détail, mais voilà en deux mots. ouais, très bien, merci. Ouais, on va développer ça un peu plus tard. Ouais. Du coup, on voulait commencer par du coup définir du coup tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un actif alternatif. On entend souvent un peu tout et n'importe quoi. Il y a des définitions qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais en tout cas, il y a certaines classes qui sont clairement, on va voir après, mais des actifs alternatifs, d'autres où il y a un peu des doutes. Mais en gros, qu'est-ce qui définit un investissement alternatif? On dit souvent que c'est décorrélé des marchés. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de corrélation, c'est quand
Un actif, donc un actif, c'est quoi? C'est une action, un ETF, une obligation, de l'or, des crypto-monnaies, bougent dans le même sens qu'un autre actif. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, mais en général, quand l'or prend de la valeur, bah, l'argent va aussi prendre de la valeur, une autre réserve de valeur. Voilà, là on dit que les deux sont corrélés et souvent donc les actifs alternatifs sont complètement, pas complètement, mais en tout cas plus décorrélés des marchés traditionnels. Donc marché traditionnel, on entend bourse essentiellement, donc les marchés financiers, obligations, etc. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ils sont généralement moins liquides. Alors la liquidité, vous savez certainement ce que c'est la facilité de vendre un actif. Donc un exemple extrême. Un appartement, c'est extrêmement illiquide. Vous pouvez pas vendre votre appartement dans la journée. Et à l'opposé, on a par exemple les crypto-monnaies. Donc si on prend le Bitcoin, qui lui est extrêmement liquide, on peut le vendre à n'importe quelle heure de la journée, il y a 365 jours par an. Pareil, les actions, c'est extrêmement liquide aussi. Pas toutes, certaines sont moins liquides que d'autres. Par exemple, les actions de propriété, private equity, donc des startups sont moins liquides. Voilà. Donc généralement, c'est des actifs moins liquides. Ensuite, ils peuvent être tangibles ou intangibles. Donc, si je prends par exemple, je sais pas, les NFT, les cryptos, bah, c'est plutôt intangible. Une carte Pokémon, c'est tangible. Donc voilà, ça c'est la différence. Donc souvent on dit que c'est plutôt difficile à revendre rapidement. Donc ça c'était la première chose. Quelques exemples, mais on va dérouler après. Mais voilà, on a le private equity qui peut être intégré. L'immobilier, certains disent que voilà, plutôt l'immobilier, euh, tout ce qui est crowd equity, la tokenisation, là c'est plutôt sur les actifs alternatifs, pas forcément l'immobilier classique. Les objets de collection, les cryptos, ça se discute, mais certains le classent dans les actifs alternatifs, d'autres disent que c'est une classe à part entière. Voilà, là, j'ai pas forcément d'avis tranché. Donc voilà, je voulais juste revenir sur la corrélation parce que c'est quand même très important et c'est souvent pour ça qu'on intègre des actifs alternatifs comment dire, dans des portefeuilles, on le verra après. C'est que il y a différents types de corrélations. Donc les corrélations positives, c'est quand, c'est ce que je disais, quand l'or prend de la valeur, l'argent va prendre de la valeur. Inversement, donc ils se suivent. En général, quand une action Nvidia prend de la valeur, une action AMD, par exemple, qui est un autre acteur du secteur des semi-conducteurs, va prendre de la valeur. Il y a des corrélations négatives. Là, c'est par exemple euh, quand les actions prennent de la valeur, les obligations vont perdre de la valeur. Et inversement, quand les actions baissent, les obligations augmentent. Donc ça, c'est une corrélation négative. Euh, et quand il n'y a pas de corrélation, bah voilà, en gros, il n'y a pas vraiment de, comment dire, de cause à effet entre les deux, quoi. Donc souvent, par exemple, quand il y a une crise financière, peut-être que le marché de l'art va tenir plus que les marchés financiers, parce que bah, du coup, on a toujours des fonds qui sont investis là-dedans par des personnes plus aisées. Je voulais parler des performances aussi. Alors, il y a des performances qui peuvent être intéressantes, mais en tout cas, à prendre avec des pincettes, parce que, par exemple, quand on regarde performance dans l'investissement dans le vin, qui était autour de 8-10%, euh, c'est une moyenne, donc c'est-à-dire que n'importe qui va investir dans le vin ne peut pas forcément faire 8-10%. Pareil dans les Lego, c'est voilà, c'est une moyenne et en prenant en compte voilà les bonnes bouteilles, etc. Donc c'est ça aussi qui est compliqué avec les actifs alternatifs, c'est que bah, ça peut comment dire être complexe ces univers-là à comprendre et du coup souvent il faut être expert. Mais quand on regarde quand même, voilà, les rendements annualisés sont toujours intéressants. On a du 7-10% pour les montres de luxe. Les paniers d'objets de collection, donc c'est voitures, whisky, etc., ça peut tourner entre 8-12%. Bref, il y a vraiment des rendements qui peuvent être intéressants et c'est pas des jouets, entre guillemets, dans l'univers des actifs. Donc voilà, ça peut être à prendre sérieusement. Si on zoome un peu, je voulais faire bah, du coup une petite parenthèse sur bah, quel type d'actifs alternatifs on peut trouver. Alors là, il y en a des dizaines, mais je voulais faire un peu une passe rapide sur les principaux. N'hésite pas, hein, Issa, si tu veux rebondir sur certains, tu peux y aller. Mais je voulais commencer du coup par l'immobilier. Alors l'immobilier, on a vu, je pense que vous avez vu aussi depuis 2020 à peu près, il y a vraiment une explosion du nombre d'acteurs sur ces actifs mm, liés à l'immobilier, donc tokenisés, crowdfunding, voilà, acheter des petites parts comment dire, d'appartements qui sont ensuite, bah, du coup, les loyers sont redistribués. Donc ça.
Il y en a eu plein. Il y en a certains qui ont disparu, d'autres qui tiennent le coup et qui sont solides. Mais voilà, là, on est sur un actif tangible, donc un immobilier, qui permet de verser des revenus réguliers. Alors, il y en a certains qui sont connus, mais on a Tantième en France, par exemple, justement, qui était à l'événement avec Enki la dernière fois. On a aux États-Unis, on a des realty. Bref, il y a pas mal d'acteurs. Brix qui avait fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est Brix, hein, si je me trompe pas, mais oui, je crois que c'est ça. Euh, qui était un peu touchy au début, mais qui, voilà, qui s'est un peu redressé. Voilà. En tout cas, ça, c'est un truc intéressant à savoir. Les frais sont parfois élevés. Il faut faire attention à ça. Et l'inconvénient, c'est que contrairement à des SCPI, qui peuvent être très diversifiés. Là, on va investir du coup souvent dans comment dire, dans un appartement, donc on peut être très concentré très rapidement. La dette privée, alors là c'est un actif qui est intéressant, qui peut être extrêmement rémunérateur. En gros, la dette privée, c'est quand des institutions financières autres que des banques vont du coup prêter de l'argent à des entreprises. Et là, souvent, bah, du coup, vu que le risque est plus élevé, les rendements sont souvent plus élevés. Et là, il y a vraiment une ruée vers l'or sur la dette privée, surtout aux États-Unis, en Europe aussi. Mais du coup, là, les rendements sont très attractifs, bien plus que les prêts traditionnels. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, les revenus sont prévisibles, mais voilà, il y a risque de défaut. Donc là, par exemple, il y a un acteur qui a perdu 100 millions de dollars parce que Roomba, le fabricant des robots, a fait faillite récemment. Donc voilà, il peut y avoir ces risques-là de faillite, de défaut et d'illiquidité. Les cryptos, bon, je vais pas trop m'étaler, mais voilà, Bitcoin, Ethereum, Altcoin, etc. Là, la liquidité est énorme, c'est hyper accessible, encore plus aujourd'hui, mais c'est très volatile. Il y a des risques réglementaires avec des lois qui changent régulièrement. Voilà, bon, à faire attention. Enfin, il faut faire attention plutôt. Le private equity, je vais pas trop m'étaler parce que justement, on a fait aussi un webinaire il y a un petit mois sur ça. Donc, on a une vidéo complète sur le sujet. Là, pareil, les rendements sont très élevés. Il y a clairement une illiquidité qui est assez forte. Donc, on ne peut pas espérer retrouver son argent dans l'année, quoi. Donc, faire entrer, les tickets d'entrée sont élevés, mais ça commence à changer avec justement des boîtes qui permettent d'investir de façon plus, enfin, avec des frais d'entrée beaucoup plus bas, pas des tickets d'entrée, pardon, beaucoup plus bas. Les matières premières. Alors là, ouais, vous avez certainement vu l'or qui a explosé, qui a même fait mieux que le Bitcoin cette année. Euh, l'actif alternatif, vraiment, enfin, on va dire que c'est le meilleur dans des périodes d'incertitude parce que c'est vraiment une réserve de valeur. Donc ça couvre souvent contre l'inflation. C'est une valeur refuge, donc c'est-à-dire que quand il y a une énorme crise, bah, on va avoir des banques centrales, des investisseurs institutionnels, etc., qui vont acheter de l'or parce que du coup, ils vont se protéger. L'inconvénient, bah, c'est que oui, voilà, il n'y a pas de rendement, c'est juste un actif qui peut prendre de la valeur. Il y a des frais qui peuvent être élevés. Alors, évidemment, si vous achetez de l'or chez vous, il faut le stocker, il y a un certain coût. Il y a des sociétés qui permettent de stocker ça dans des coffres-forts, dans des banques suisses, etc. Il y en a d'autres qui vous permettent d'acheter de l'or, donc de l'or papier, on va dire, mais du coup, les frais sont plus élevés parce qu'ils doivent aussi stocker. Donc voilà, ça, c'est des choses à prendre en compte. Infrastructure, énergie, bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est quand même plus difficile d'accès. On va passer sur ceux d'après qui sont un peu plus fun. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi avec les actifs alternatifs, c'est que on a toute une catégorie, un panorama comment dire, d'investissements qui sont aussi des passions. On a le vin, c'est le grand classique, donc d'investir dans des grands crus, dans des millésimes rares. Là, ce qui est intéressant, c'est que le marché est établi, donc il y a vraiment énormément d'investisseurs passionnés qui achètent, donc ça reste assez liquide, même si c'est moins liquide que des actions. Mais voilà, le stockage est délicat, il faut avoir vraiment une grosse expertise. Voilà, c'est pas simple d'investir dans le vin, même s'il y a des acteurs qui permettent d'investir facilement en ligne. Voilà, ça reste un marché plutôt d'experts ou de passionnés. Ça veut pas dire qu'on peut pas se lancer dedans, c'est juste que voilà, il faut s'y intéresser et ça prend un peu plus de temps. Euh, les voitures de collection, donc là, on est ça va de les vieilles Ferrari jusqu'à les voitures des années 90 un peu iconiques, donc on appelle les Youngtimers. Donc par exemple, je sais pas, mais ceux qui sont comme moi, des millennials, pourriez clairement investir dans des 205 GTI, des Renault 5 Turbo, dans des Clio 16S, etc. Toutes ces voitures-là qui ont fait, enfin, qui étaient vraiment à la mode pendant notre enfance et qui du coup de nos jours bah, ont une valeur à la fois sentimentale, iconique, et du coup qui sont des voitures qui prennent beaucoup de valeur. Donc ça, c'est les Youngtimers qui sont beaucoup plus accessibles que
les Porsche, les Ferrari, etc. Mais pareil, voilà, il y a un entretien, il y a un stockage. Le marché, il est assez opaque. On peut avoir, comment dire, enfin, c'est difficile à moins d'être garagiste ou expert, de vraiment valider que la voiture est en état correct. Pareil, sur ça, il y a aussi des acteurs qui sont sortis, qui permettent d'investir dans des parts de voitures. Il y a Rally aux États-Unis, il y en avait un autre en France, mais j'ai oublié le nom. Mais voilà, là, on est sur pareil, quelque chose d'assez complexe. L'art qui est assez similaire, un peu comme le marché des voitures, on peut avoir les blue chips, donc les Warhol, Matisse, etc. Matisse, oui. Bref, tous ces grands peintres, Soulage, etc., qui sont extrêmement chers. Et on a aussi un marché avec des plus petits artistes, mais qui est beaucoup plus risqué, parce que du coup, ça nécessite de vraiment connaître le sujet. Là, l'avantage, c'est que bon, voilà, la décorrélation est totale, il y a une valeur culturelle aussi, mais bon, c'est peu liquide, même s'il y a des nouveaux acteurs, Masterworks aux États-Unis, Matisse, justement en France, qui permet d'investir dans de l'art de façon beaucoup plus simple et rapide. Les montres, bon, je vais pas le détailler celui-là, mais parce que du coup, je voulais prendre un peu de temps pour vous parler de mes actifs à moi, les cartes Pokémon, le mobilier. Alors, le mobilier, c'est intéressant parce que du coup, enfin, il y a le mobilier comme vous faites chez Enki, mais on peut aussi investir dans des chaises des IMS, enfin, le Corbusier, etc. Mais bon, là, on est sur un problème de stockage aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une utilité réelle. Avec Enki, il y a une utilité, comment dire, professionnelle de ces sujets-là. L'inconvénient, c'est que voilà, si vous voulez le faire vous, ça demande une échelle un peu gigantesque. Il y a la notion d'usure, bref, c'est une logistique. Et ça, tu nous en parleras après, je pense, Aïssa, mais il y a une sacrée logistique derrière tout ça. Et c'est pas forcément hyper simple. Euh, Avant de te laisser la parole, je voulais juste faire. J'avais deux petites anecdotes. Enfin, non, il y en avait une, parce que j'en parle souvent dans les newsletters, mais en gros, je suis un passionné de jeux vidéo et donc comment dire, je m'étais intéressé aux vieilles NES, premier jeu Mario Bros encore dans les cartes, etc. Et donc, il y a 2, 3 ans, 4 ans peut-être, je m'étais mis sur une maison de vente aux enchères aux États-Unis, du coup, qui proposait des jeux vidéo. Et donc, je m'étais inscrit à une vente aux enchères et je m'étais intéressé à une Super NES, enfin une NES originale dans son carton encore et un jeu Super Mario. Enfin, du coup, je vais vous montrer, je l'ai ici, là. Mais, du coup, c'est assez balèze, mais l'histoire est assez marrante parce que on peut voir que, donc en gros, c'est ça, là, vous n'allez pas voir, mais il y a le flou qui est nul, mais bon, peu importe. C'est pas trop grave, je vous enverrai le truc, mais ce qui est assez drôle, c'est que du coup, j'avais parié sur ça. Donc parier, fait monter les enchères. Donc au début, c'était à 5 000 $, un truc comme ça. Et c'est hyper dangereux, les enchères, parce que c'est un peu comme le casino. On a envie de jouer et puis ça peut monter. Donc ça monte 10 000. Et du coup, je fais, ah ouais, mais je la veux vraiment, ce truc. Donc ça monte à 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Et en gros, c'est arrivé à 50 000. Et donc, je pensais pas gagner. Et donc là, je me suis arrêté. Et finalement, c'était moi qui ai remporté l'enchère. J'avais pas du tout les 50 000 $. Donc, je me suis retrouvé avec une Super NES et un jeu Mario à acheter à 50 000 $, alors que j'avais pas du tout les liquidités. Et donc là, c'est vraiment une erreur de ma part, ce truc-là. Enfin, une erreur. Finalement, j'ai trouvé une solution. En gros, la solution que j'ai trouvée, du coup, c'est heureusement, j'avais des cryptos, du coup, qui avaient un montant supérieur, et j'ai réussi à faire un prêt sur une plateforme de du coup 50 000 $ pour pouvoir acheter cette NES. Et du coup, je me suis retrouvé avec ça. Du coup, ouais, sacrée histoire. J'étais pas serein quoi quand j'ai gagné le truc, mais voilà. Enfin, c'était pour montrer aussi les dangers parce que je pensais pas vraiment la gagner du tout quoi. Et bref, du coup, je me suis retrouvé avec ça. Pareil, une autre fois, j'ai acheté comment dire, est-ce que la console fonctionne, Marc? J'espère qu'elle fonctionne, mais là, elle est dans un package où justement tu peux pas l'ouvrir parce que enfin, c'est censé être un truc ultra rare et et il faut pas y toucher quoi. Donc non, j'y ai pas touché. Mais voilà, tout ça pour dire, faites attention aux enchères, ça peut être un peu addictif et vous pouvez vous retrouver avec des trucs comme ça, même si je suis content de l'avoir. Donc, euh, on voulait parler des offres, justement. Je disais, voilà, il y a eu des BRICS à l'époque,
des tantièmes, des royalties, qui est justement plein de procès. Donc il y a vraiment une sorte de Far West. Et donc là, je voulais voir du coup, toi, ce que tu en pensais, Aïssa, sur cette explosion des offres. Et est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des dangers là-dessus? Moi, j'ai mon avis, mais je pourrais le donner après. Mais toi, voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, bah écoute, comme dans tout, hein, donc bah, déjà merci pour ce petit panorama, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que parfois on met beaucoup de choses dans cette catégorie d'alternatifs, et je pense que c'est pas toujours évident pour tout le monde de savoir ce que c'est. Dans la liste des trucs un petit peu spéciaux aussi, ce que j'ai déjà pu voir, j'ai vu par exemple des trucs assez marrants, comme par exemple aux US, il existe des produits financiers sur par exemple le fait de financer des études de certains étudiants contre des revenus. Ah oui, Il existe aussi par exemple un truc où tu peux apparemment investir dans le pari d'un procès. Donc c'est-à-dire que si tu vois, la personne remporte son procès, ben, du coup tu as un ouais, gain et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on n'imagine pas et qui peuvent être très exotique. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que ben, c'est comme dans tout. Je pense qu'il faut garder une vigilance. Il y a du bon et du moins bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de, comment dire, de nouveaux business models. Je pense qu'on en est un petit peu l'exemple où, effectivement, la dimension de pouvoir financer des assets ou d'intégrer une mécanique financière dans un business model va finalement créer un nouvel actif ou un nouveau produit financier. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est, bah, je pense qu'il faut utiliser du bon sens pour vraiment comprendre, voilà, en fait, à quoi on a affaire. Est-ce que la mécanique derrière l'investissement fait du sens? Et est-ce que, en fait, en tant qu'investisseur, je comprends le modèle qu'il y a derrière, je comprends la logique économique qu'il y a derrière. mm, Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'élément principal. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, aller un peu plus loin sur bah, la confiance, qui est derrière, qui est l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, toutes ces ouais, choses-là, quoi. Donc, moi, je pense que c'est très positif parce que on voit qu'il y a quand même une demande assez forte pour ce genre d'actifs, avec tous les avantages que tu as cités, la décorrélation, et toutes ces choses-là. Il y a une volonté, je pense aussi, enfin, nous, en tout cas, on le ressent, il y a quand même une volonté de vouloir investir dans des choses qui nous parlent, voilà, qui font du sens aussi. Et je pense qu'à nouveau, cette volonté des investisseurs de vouloir participer à des modèles comme ça bah, donne lieu à des business models qui sans ça, n'auraient pas pu exister, quoi. Nous, aujourd'hui, avec Enki, on sent vraiment que le fait d'avoir intégré ces dynamiques qui paraissaient assez atypiques au départ, bah, aujourd'hui, nous donne une vraie force parce que, bah, en plus du côté, je dirais, monétaire, on a vraiment aussi cette croissance de la communauté qui joue ouais, aussi un rôle dans vraiment le fait euh, de faire en sorte que finalement, ben, le business grossit, le bouche à oreille s'amplifie, etc., quoi. ouais. Oui, je te rejoins, enfin, c'est un peu comme tout, hein, il y a des aspects positifs et négatifs. Et la grande question, c'est juste d'être vigilant. Ouais, moi aussi, tu vois, je suis tombé, je sais plus, mais il y a quelques temps, j'étais sur Insta et j'étais targeté par un post sponsorisé pour investir dans des fraises. Et du coup, c'était clairement un scam, le truc, parce qu'après, je me suis renseigné sur Google. Et du coup, j'ai vu qu'ils étaient sur la liste rouge de l'AMF. Et du coup, en fait, ils proposaient d'investir dans des plants de fraises qui étaient revendus avec je sais plus, mais les rendements, c'était un truc genre 20%. Mais déjà, Ouais, voilà, quand vous voyez un truc trop beau pour être vrai, déjà, il faut juste ding ding, alarme. Mais voilà, il faut faire vraiment gaffe parce qu'il y a des trucs très sérieux, comme tu dis, avec des équipes sérieuses derrière. Donc, ouais, se renseigner sur les équipes, c'est un peu le premier truc. Parfois, il y a des équipes qui sont bonnes et ça fonctionne pas, hein. Enfin, j'ai vu des projets dans l'immobilier où ils ont essayé de se lancer, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, ouais, ça à regarder. Je pense ce qu'il faut faire, ouais, il faut faire attention à la protection aussi des investisseurs, je pense, tu vois. On en parlera peut-être après, mais tu vois, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, je parlais la dernière fois de quand j'ai investi en private equity et que j'ai perdu l'argent parce que du coup, c'était les investisseurs, les premiers investisseurs qui avaient récupéré l'argent et pas moi, même si la boîte a été revendue.
Donc voilà comment les investisseurs sont protégés en cas de faillite. Bon, bref, tous ces trucs-là. Et ouais, connaître le sous-jacent et éviter l'effet de mode, c'est aussi un peu la base. Même si parfois, c'est pas forcément évident et qu'il y a toujours un peu ce FOMO, peur de rater un truc et qu'on veut y aller, du coup on y va. Mais voilà, faire attention un peu de ça. Euh, Sur les... Ensuite, on voulait parler ouais, de quelle est la plage, j'en ai parlé un peu au début. Euh, En gros, les actifs alternatifs, voilà, il y en a plein, donc avec des objectifs différents, des rôles différents. Mais en gros, ce qu'on peut... alors j'ai repris cette pyramide, même si je suis pas d'accord avec la base. Enfin, ça vient de Avenue des investisseurs, vous l'avez peut-être déjà vu, cette pyramide-là. Mais en gros, bon, passons la résidence principale en bas de la pyramide. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en gros, ce qu'on dit souvent, c'est que commence évidemment par son matelas de sécurité. Bon, ça, je le répète 1000 fois, mais du coup, voilà, on prend pas de risque. Donc, on a un matelas de sécurité, une épargne de précaution. Donc, ouais, 3 mois, 6 mois de dépenses. Ouais, ça dépend des personnes. Donc, ça, c'est sur le livret A. Bon, pareil, je suis pas hyper d'accord avec le fonds euro, assurance vie. Bon, on est, ouais, peut-être sur du monétaire. Donc, voilà, là, on est sur la partie où on a une partie de notre épargne, de notre portefeuille qui est sur des obligations, des choses peu risquées. Donc là, c'est souvent une petite partie. Et voilà. Et plus on monte, donc actions, immobilier, SCPI, etc., euh, plus le risque augmente, en gros. Donc souvent, on dit que les actifs alternatifs se trouvent bah, là-haut, là, en haut de la pyramide. Donc là, ils ont appelé ça exotique. Je suis pas forcément hyper fan de exotique parce que ça fait un peu je sais pas. Je préfère alternatif. Mais voilà. Mais en gros, souvent, c'est des actifs qui sont en effet plus risqués. Voilà, on parle des cartes de Pokémon. Vous n'allez pas mettre 100% de votre patrimoine sur les cartes Pokémon ou 100% sur des cryptos. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est entre 5 et 20% du patrimoine total selon le profil de risque. Donc, je sais pas, une personne qui a un profil de risque élevé, qui est prête à prendre des risques, bah, oui, 20%, ça peut être OK, mais 20% diversifié sur des actifs alternatifs, donc pas tout sur voilà, les cryptos ou pas tout sur les objets de collection. Donc voilà, toujours bien diversifié même à l'intérieur des actifs alternatifs. Donc voilà, son rôle, bah, je l'ai dit, donc c'est diversification et décorrélation. Ça peut protéger contre l'inflation, évidemment. Pour aller chercher des rendements un peu plus élevés, ça peut être intéressant, mais encore une fois, voilà, il faut faire attention aux effets de mode et tout ça. Euh, J'aime bien aussi dire que c'est cool les actifs alternatifs parce que c'est un peu plus fun que des actions ou des obligations et on est souvent sur des modèles plus intéressants. Ben voilà, moi ce qui m'avait attiré avec Anki, c'est votre modèle qui sort du modèle économique qui sort un peu du lot par rapport aux autres. Et, euh, et donc je trouve que les actifs alternatifs sont un bon. Alors c'est pas un bon conseil. D'ailleurs tout ce qu'on dit, c'est y a aucun. Tout ce qu'on dit, il n'y a rien qui est un conseil en investissement financier, évidemment. Mais ce que j'aime bien avec les actifs alternatifs, c'est que ça peut être un moyen pour beaucoup de personnes de faire un premier pas dans les investissements parce que c'est une passion aussi. Je prends souvent cet exemple du neveu d'une amie qui a commencé à investir dans les sneakers. Donc lui, c'était son truc, les sneakers. Et donc, à 16 ans, il a commencé à investir dans ça. Mais du coup, grâce à ça, bah, il s'est intéressé à l'univers de la finance et après, il a diversifié, il a acheté des ETF, etc., etc. Donc le côté fun, je trouve qu'il est intéressant parce que du coup bah ça permet aussi de débloquer certaines choses et de mettre le doigt dans l'engrenage et de se lancer. Donc plutôt, si je devais résumer, c'est plutôt pour des profils de risque plutôt élevés, je dirais. Toujours avoir une petite partie, pas la majorité de son patrimoine dans les actifs alternatifs. C'est surtout pour diversifier et ne pas prendre de risques, quoi. Pas comme j'ai fait avec ma Super Nintendo, là. Parce que ça, clairement, il faut faire gaffe. Voilà, j'ai vu des personnes, enfin entendu en tout cas des histoires de personnes qui investissent massivement dans bah ouais, des NFT. J'ai un ami, il avait vraiment tout mis dans les NFT et il est arrivé à un moment où il avait genre des centaines de milliers d'euros théoriques en NFT.
Et du coup, ça s'est écroulé et il a quasiment tout perdu. Donc voilà, de ne pas faire des all-in dans ces actifs-là. Voilà, ceci étant dit, voilà, ça je l'ai dit, donc plutôt pour horizon long terme, on peut pas vendre du jour au lendemain, d'avoir un patrimoine déjà constitué, de comprendre le sous-jacent. Là, c'est vraiment un résumé, mais comme ça, vous l'avez en tête. Matas de sécurité, ok. Et donc, c'est moins adapté pour, voilà, si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voulez acheter un appart l'année prochaine, n'investissez pas dans des actifs alternatifs, quoi. Parce que, voilà, c'est pas liquide, vous n'allez pas pouvoir revendre directement. Si vous n'avez pas encore constitué votre matelas de sécurité, pareil, évitez de placer des trop grosses sommes. On peut faire les deux en même temps, évidemment, mais voilà. Si vous êtes trop d'aversion au risque, mieux vaut éviter, je dirais. Sauf si vraiment c'est votre passion et que vous comprenez le truc, why not? Et ensuite, sur certains actifs alternatifs, pas tous, mais voilà, si vous recherchez des revenus réguliers, alors c'est pas le cas avec Anki parce que justement, c'est la force, c'est d'avoir des revenus réguliers, mais voilà, les cartes Pokémon vont pas vous donner des revenus réguliers. Et pareil, la Super Nintendo. Donc voilà, maintenant je voulais justement qu'on parle un peu plus de Anki dans cette deuxième partie. Et mon premier point, ouais, c'était, enfin, moi j'ai toujours été curieux de ça et on n'en a jamais vraiment parlé, je crois. On a souvent parlé de Snowball parce qu'on avait fait un podcast tous les deux à Issa à l'époque, mais voilà, tu m'as jamais vraiment parlé de la naissance d'Anki, donc de pourquoi avoir lancé ce projet. Donc, voilà. Mhm. Ouais. Juste peut-être pour complémenter ce que tu as dit sur tu vois, les différents Ouais, actifs et ce qu'on peut retrouver dans des portefeuilles. C'est vrai que nous, vu qu'on est un peu dans cette position où en fait on est à la fois alternatif, mais on se veut quand même aussi quand même avec un certain niveau de sécurité, bah, j'ai envie de dire qu'après, tout investissement alternatif n'est pas toujours égal, effectivement, puisque comme tu l'as dit, pour certains, tu achètes quelque chose qui doit se revendre et on n'a pas vraiment de visibilité dessus. Pour d'autres, tu as des revenus récurrents potentiellement et ainsi de suite. Et donc, évidemment, voilà, je veux dire, là, je pense que c'est des grandes généralités, mais après, effectivement, après, il peut y avoir, comme tu dis, soit une affinité personnelle avec un secteur, ou ouais, soit certains cas de figure voilà, qui sont un petit peu différenciants, mais effectivement, c'est un petit peu difficile de, voilà, d'avoir des énormes catégories. Mais en tout cas, bah, c'est super intéressant ce que tu nous as partagé. Bah, du coup, pour revenir sur Enki et la genèse, donc pour revenir un petit peu sur mon historique perso, donc moi, avant Enki, j'ai eu une expérience qui était assez notoire, on va dire, dans le secteur un petit peu des finances et des fintechs en particulier. Donc en 2013-2014, j'ai monté une première boîte qui s'appelle EDBEX, qui est toujours active et où le concept était en fait de financer donc en fait de faire de l'affacturage avec un modèle de crowdfunding. Donc c'était un peu les débuts du crowdfunding. Donc c'était assez intéressant de voir que effectivement, voilà, il y avait des personnes qui étaient intéressées à utiliser leur épargne justement dans des modèles un petit peu différenciants. ouais. Et Tu peux donc on a juste, la facturage, tu ouais. peux juste indiquer ce que c'est? Ouais, donc la facturage, c'est par exemple, imaginons que j'ai un client qui me paye avec des délais relativement longs. Donc on voit ça souvent, par exemple, dans la grande distribution ou d'autres secteurs, où Ouais. souvent il y a des gros acteurs qui mettent beaucoup de pression sur leurs fournisseurs et donc qui ont tendance à tirer sur les délais de paiement. La Mhm. problématique que ça cause, c'est que on a des petits acteurs qui vendent leurs marchandises, qui doivent attendre 2, 3 mois avant de toucher leur argent, Ouais. même après livraison, et donc ils doivent préfinancer tous leurs frais de fonctionnement et ainsi de suite. Et la Mhm. problématique, c'est qu'effectivement, les banques, souvent, c'est tout ou rien. Donc, tu dois venir avec tout ton portefeuille, tout ton chiffre d'affaires. Elles vont analyser ta propre solvabilité et souvent, c'est pas évident. Donc là, le modèle qu'on avait créé, c'était un modèle où finalement, on allait regarder surtout la solvabilité du débiteur, donc le client final. Imaginons qu'on a Carrefour qui achète, Mhm. voilà, disons des pommes de terre à voilà, un petit producteur. Bah, dans ce cas-là, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on a regardé est-ce que Carrefour est solvable. Imaginons que le producteur a une facture de 20 000 euros, ben en fait, ça lui coûte un petit pourcentage pour pouvoir recevoir son argent Ouais. immédiatement. Et donc, il y a un investisseur derrière qui va payer donc 19 500 euros, par exemple. Mhm. Donc, mon producteur, il reçoit l'argent tout de suite et l'investisseur va attendre Ouais. les 2 mois, par exemple, et toucher donc, voilà, son pourcentage. Donc ça, Ok. c'était un peu ma première expérience. Voilà, donc ça a très bien fonctionné. On a financé plus d'1 milliard d'euros voilà, on a fait plus d'1 milliard d'euros de transactions. Là, à mon avis, on est peut-être à deux, mais donc moi j'ai quitté. Enfin, en tout cas, j'ai voilà, j'ai revendu mes parts il y a quelques années.
Et du Mhm. coup, j'avais cette expérience et j'avais en parallèle aussi, j'ai toujours eu en fait l'envie de vouloir voilà, faire quelque chose dans tout ce qui était design, architecture. Donc j'avais des projets aussi un peu dans l'immobilier à côté qui m'ont amené en fait à me rendre compte d'un problème qui est effectivement ce problème du mobilier, puisque je trouvais un petit peu aberrant de devoir à chaque fois investir dans le mobilier pour pouvoir justement voilà, aménager, que ce soit des bureaux dans les anciennes boîtes ou que ce soit pour justement des projets immobiliers. Ouais, Et donc, j'ai commencé à rechercher des solutions et je me suis dit, bah, en fait, c'est dommage et c'est bizarre que finalement, il n'y ait pas une solution as a service, comme on dit, puisque c'est vrai qu'il y a plein de secteurs où ben, le as a service est devenu un peu la norme. On l'a vu, par exemple, dans le software et on le voit de plus en plus dans plein d'autres secteurs. Et donc, je me suis dit, Mhm. bah, pourquoi pas le mobilier? Finalement, c'est quand même un asset qui, voilà, qui peut représenter quand même un investissement relativement lourd. Or, tout le monde sait aujourd'hui que je pense qu'en termes de bonne gestion, maximiser ses liquidités et limiter en tout cas l'immobilisation de cash, bah, je pense que c'est de la bonne gestion, donc ça fait beaucoup de sens pour les entreprises. À Ouais, côté de ça, c'est vrai qu'on constate que voilà, la flexibilité, c'est devenu de plus en plus important. Voilà, dans la vie d'une entreprise ou même dans la vie en général, ben, les besoins en mobilier vont évoluer et le fait d'être propriétaire du mobilier, ben, ça freine un petit peu cette flexibilité puisqu'on doit revendre son mobilier, c'est compliqué, faut que ça se passe tout de suite. Donc, beaucoup de gens vendent à perte ou quasiment payent pour pouvoir se débarrasser de leur mobilier. ouais, Et malheureusement, bah, il y a encore beaucoup de mobilier qui se retrouve jeté alors qu'en fait, il est toujours en bon état, il pourrait être utilisé. Voilà, donc il y a aussi une vraie problématique sur justement le fait que c'est une industrie qui génère énormément de déchets ouais. et donc l'impact finalement est énorme, quoi. Et donc c'est un Mhm. peu tous ces éléments-là qui m'ont donné envie de créer une quille en me disant bah, j'ai envie de quelque chose où j'amène un petit peu déjà ben, mes années d'expérience dans le milieu de la finance. Euh, J'aimais bien ce côté un petit peu, voilà, comme je le disais, design, architecture et ainsi de suite. Et je voulais vraiment faire un projet qui pouvait impacter un grand nombre parce que pour moi, c'est important. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a un rôle aussi de finalement participer indirectement à la société, donc finalement de créer la société de demain. Et donc Mhm. voilà, donc j'aimais bien cette idée de me dire, en fait, avec un projet comme ça, on peut littéralement transformer une industrie, faire en sorte que demain, la majorité des usages, en tout cas de mobilier, puissent se faire à travers ce modèle d'abonnement, qui a l'avantage de pouvoir justement, par rapport à ce que je disais, en plus de donner, je dirais, de la flexibilité et tous les avantages qu'on a cités pour l'utilisateur, bah, on prolonge réellement la durée de vie des produits. Donc, comme on l'a dit ici, donc nous, la volonté qu'on a, c'est vraiment de se dire, on va prendre du mobilier très qualitatif, très bien conçu, qu'on va pouvoir faire durer très longtemps. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a du mobilier, parce que là, on met 20, 25 ans, mais en fait, ça pourrait être plus, parce qu'on Ouais. parlait de vintage tout à l'heure, mais voilà, on commence à avoir de plus en plus de mobilier vintage des années 60, 70, 80, donc c'est du mobilier qui est là depuis longtemps. Mhm. Donc on va maximiser l'usage et donc ça va forcément réduire le nombre de fois où on va fabriquer du mobilier très bon marché, qui n'est pas solide et qui malheureusement est jeté au bout de voilà, 4-5 ans, quoi. Ouais. Donc c'était ça un petit peu voilà, la genèse, de se dire voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, ça peut vraiment devenir quelque chose d'important. Et le fait d'effectivement avoir en plus la communauté derrière qui nous soutient, que ce soit à travers l'investissement ou que ce soit à travers le bouche à oreille, le partage, bah, ça c'est une vraie force, puisque voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Nous, on pense qu'on est encore assez tôt sur le marché, et donc on a Ouais. vraiment besoin voilà, de cette communauté, de ce soutien. Et donc voilà, donc on est très content, en tout cas jusqu'à présent, d'avoir pu compter là-dessus et d'avoir vraiment une croissance qui, on peut le dire, est assez exponentielle, quoi. Ouais, justement, là, on voit sur cette slide, enfin, vous avez déjà presque 4000 personnes quoi, qui ont investi avec vous. Donc, Exactement. Exactement. Je sais pas si tu veux que je détaille un petit peu le modèle, justement. ouais, après, Euh, on va peut-être le détailler après, mais juste, oui, si tu d'accord. pouvais, dans les grandes lignes, expliquer, ben, en gros, oui, investir via Enki, en gros, ça nous donne accès à quoi, sans Ouais. entrer dans la partie technique, vu qu'on va le voir un peu après. Tout Mais, à fait. Bah, l'idée est très simple, hein. Donc, comme je l'ai dit, nous, donc, on a effectivement des clients avec qui on signe des contrats, donc des contrats pour louer du mobilier pour des durées qui sont euh, en moyenne, je dirais, entre 1 an et 5 ans. Donc, en général, je dirais que la moyenne est plutôt 3 4 ans. mhm, Donc, nous, effectivement, pour pouvoir opérer ces projets, ben, on doit financer
tout ce mobilier et Ouais. toutes les opérations du coup qui vont avec. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une logistique assez importante et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on va adosser à chaque contrat qu'on signe, on va émettre en fait une obligation. Donc ici, Mm. l'avantage, c'est qu'il y a de la prédictibilité grâce aux revenus, grâce aux contrats qui sont signés. Et donc, en fonction de la durée d'immobilisation de cash donc pour l'investisseur, on va avoir des rendements qui vont évoluer et qui peuvent aller effectivement jusqu'à 9% par an. Donc, l'idée, Mhm. c'est qu'en fait, on paye, vu que nous, on reçoit nos loyers mensuellement, donc on a décidé aussi de faire en sorte que les intérêts soient versés mensuellement euh, à nos investisseurs. Et alors, on a mis en place effectivement des mécanismes, comme on l'a dit, de sûreté puisque voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, le risque, la sûreté, la compréhension sous-jacent, ben, c'est clé. Et donc ici, le gros avantage qu'on a, c'est qu'effectivement, on a deux choses qui ont beaucoup de valeur et qui peuvent amener beaucoup de sécurité. C'est d'une part ben, l'asset, le mobilier. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on choisit du mobilier de qualité conçu pour durer. Donc on n'est pas sur du mobilier qui va très vite perdre de la valeur, donc ce qui veut dire valeur à la revente potentielle quand même importante. Et donc ce Ouais. qu'on fait, c'est que typiquement sur un contrat, on va prendre par exemple 70%, autour de 70% de la valeur du mobilier qui va être investi. Et donc ce qui veut dire que, je vais peut-être redire ça parce que c'est peut-être pas clair, mais en tout cas l'idée c'est que quand nos investisseurs investissent, ben, en fait, on va faire en sorte de valoriser la garantie en mobilier qu'on met à Mhm. 70% de la valeur de leur investissement. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait toujours une marge d'au moins Ouais. 30% dans le cas de figure où effectivement il faudrait récupérer du capital issu de la vente de ce mobilier. Et Ouais. la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va aussi avoir des loyers qui vont être prévus. Donc, typiquement, si on a signé un contrat pour 3 ans, en fait, l'investisseur qui investit à ce moment-là va avoir en nantissement donc les créances futures des loyers à venir, quoi. Ok. Voilà pour un peu. Bon, je suis déjà entré un peu dans la partie technique, mais comme ça permet de donner Ouais. une explication, quoi. Ouais, on pourra passer plus vite sur la suite si tu as déjà dit des choses. Du coup, tu en as parlé un peu de la partie impact, mais Mhm, si tu pouvais détailler, ouais, tu as mis quelques chiffres là qui sont intéressants, je trouve. tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on C'est voit. vrai que c'est un secteur, on ne s'en rend pas toujours compte, Mm, mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est un secteur, comme j'ai dit, qui est assez polluant. Souvent, on fait la comparaison avec le secteur de l'aviation, on en parle quand même beaucoup, et, parce que mm. Ouais. voilà, on est tous un peu conscients que voilà, on se déplace et ainsi de suite. Et donc ici, en fait, le mobilier, en réalité, c'est un secteur qui est aussi, voire plus impactant en termes d'émissions de CO2 que l'aviation. Et donc le schéma est assez simple à comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, le gros problème du mobilier, c'est que à travers les années, on est rentré dans un modèle où on fabrique beaucoup de mobilier qui n'est pas très qualitatif, donc qu'on appelle la fast furniture. Puisqu'en fait, Mhm. avant, à l'époque, je pense il y a 50 ou 100 ans, ben, le mobilier, parfois, c'était traité comme un actif qui faisait partie de la maison, quoi. Et en fait, il y avait même de l'héritage de mobilier et ainsi de suite. Aujourd'hui, voilà, la plupart du mobilier qu'on consomme, c'est vraiment du mobilier qui a une durée de vie très limitée. Et le Ouais. problème, c'est qu'en fait, dans le mobilier, on a déjà l'extraction des matières premières qui a déjà un impact assez considérable et qui pose déjà aujourd'hui pas mal de problèmes. Ensuite, le deuxième, je dirais, gros poste où on va avoir un impact important, c'est la fabrication. Donc, le fait de Oui. fabriquer le mobilier, ça engendre énormément d'impact. Et le problème, Mhm. c'est que si on le fait tous les 5 ans, il faut renouveler ce cycle. Et si en plus ce mobilier est fabriqué très loin de l'endroit où il va être utilisé, du coup, on se retrouve vraiment à avoir un impact qui est considérable. Et en plus de ça, même en fin de vie, donc tout ce mobilier qui est fabriqué de façon à ce que ce soit difficile de le recycler. Donc, par exemple, on parle des panneaux à particules, des différents composants mélangés, collés, et ainsi de suite. En fait, c'est des matières premières qui sont très difficiles à récupérer pour en faire quelque chose après. Et donc, c'est Ouais. pour ça que le constat au niveau aujourd'hui mondial, parce qu'en France, on a vu les chiffres récemment, c'est un peu meilleur, mais on est à Mhm. 3% en fait seulement des Ouais. déchets de mobilier qui sont recyclés. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Et donc l'idée, c'est que finalement, nous, avec notre modèle, l'impact qu'on vient apporter, c'est qu'en fait, on pense qu'on peut vraiment prolonger, comme on l'a dit, la durée de vie des produits à au moins 20-25 ans, voire plus. Mhm. Et donc, par un simple calcul, je dirais, assez basique, si en fait on remplace 5 cycles de fabrication, donc j'extracte, je fabrique, je jette,
bah, je le Ouais. remplace par un seul cycle, donc enfin 5 cycles du coup, bah, par définition, je réduis de 70 à 80% Ouais. mes émissions, quoi. Donc nous, c'est vraiment ça notre play. Et on veut même à l'avenir, en fait, impacter même les fabricants à ce qu'ils Mhm. raisonnent autrement, puisqu'en fait, sur ce modèle de consommation par abonnement, bah, en fait, on génère en fait un système qui va finalement changer la manière dont on pense le mobilier, puisque bah, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ce mobilier soit conçu pour durer, etc. Et donc, on change vraiment les mentalités versus un modèle de consommation où ben, il faut qu'en fait, pour que ce soit rentable, il faut que les utilisateurs achètent très régulièrement. Et donc, Mhm. on combat un peu l'obsolescence programmée, quoi. Ouais. Oui, c'est qualité versus quantité. Ouais. Voilà. Très clair. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on se rend compte aussi que pour avoir un vrai impact, nous, on est convaincu qu'il faut créer un produit qui est assez incroyable côté utilisateur, parce que souvent, bah, les utilisateurs ne sont pas toujours drivés par des grands discours de voilà, attention, en faisant ci, en faisant ça, vous polluez trop. Mais vraiment en se disant, bah, en fait, si on crée un produit qui est tellement irrésistible parce que ça fait du sens, c'est accessible, etc., et en plus de ça, bah, j'ai un impact écologique, bah, Ouais. là, on a vraiment une victoire là-dessus, quoi. T'as tout coché, ouais. Je vois très bien. Du coup, on en a parlé un peu, donc je te laisse Ouais, repartir sur ça. Parce que je vois à quelle heure il est, là, 17. Ouais, comme ça, on laisse un peu de temps pour les questions. Mais yes. comme ça, Oui, donc ici, ben, c'est une slide pour un petit peu expliquer, parce que c'est vrai que parfois on nous demande, tiens, vous proposez des rendements qui sont quand même assez importants, du ouais. 8%, du 9%, et ainsi de suite. Donc, voilà, comment vous faites, comment est-ce que tout ça tient. Mhm. Et donc, ben, l'avantage qu'on a, c'est que, comme on l'a dit, avec ce modèle, on va vraiment prolonger la durée de vie du mobilier. Ben, on traite un peu le mobilier comme de l'immobilier, même si c'est un peu paradoxal, mais en réalité, c'est ça. Sauf qu'on va avoir effectivement des rendements locatifs qui vont être bien plus élevés tout en ayant ces win-win dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui, effectivement, sur le mobilier qu'on achète, bah, on a en moyenne par rapport au prix d'achat, vu qu'on achète aussi évidemment en grande quantité, qu'on négocie nos prix et ainsi de suite, donc on a en moyenne une rentabilité de 25%. Et donc, ce qui Ouais. nous permet de très largement couvrir les frais financiers donc, liés à notre plateforme d'investissement et ce qui contribue du coup va nous permettre de nous développer davantage grâce à ce modèle. Mhm. L'avantage aussi, c'est qu'on constate on a très très peu de churn auprès de nos clients. Donc une fois que nos clients, bah, ils ont leur mobilier, ils sont contents, ils s'en préoccupent plus. Donc on a vraiment la chance d'avoir un taux voilà, un taux d'utilisation qui est très élevé et un taux de churn très faible. Mhm. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on pense aussi, on se rend compte quand même que on a quand même par rapport à d'autres investissements un petit peu, comme tu le disais, exotiques ou alternatifs, bah, nous, on a quand même le sentiment qu'avec un modèle comme celui-ci, on a quand même on peut prédire quand même de manière assez fiable les revenus futurs, les flux futurs, etc. On peut quand même donner des garanties qui sont assez solides, justement, avec tous les mécanismes que j'ai décrits. Et donc, quelque part, nous, en tout cas, on est sur quelque chose qu'on estime, où on a un couple, en tout cas, rendement versus risque, qui est quand même Ouais. très optimisé, quoi. Mhm. Je vois bien. Et ouais, sur le mécanisme de protection, on en parlait tout à l'heure quand je disais un peu ce qu'il faut regarder sur les projets, mais si tu peux expliquer rapido, enfin, tu en as parlé hein, Mhm. qu'il y a une protection du capital avec les 70% que tu évoquais tout à l'heure, etc. Mais ouais, si en quelques phrases, tu pouvais un peu Ouais. développer ça. Bah, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est que je pense qu'on peut regarder les choses de plusieurs manières. Premièrement, bah, je pense qu'il y a la logique business derrière, donc de se dire que finalement, derrière chaque investissement, il y a un projet concret, il y a des clients qui payent des loyers, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même Ouais. un niveau de sécurité, de revenus futurs et d'assets qui est important. Donc, tout ça est vraiment décorrélé du business opérationnel. Donc, c'est-à-dire que nous, tous ces contrats, toutes ces garanties et tout le mobilier est en fait indépendant de notre structure opérationnelle. Donc, il Ouais. y a un véhicule financier qui est mis en place et qui détient donc tout ça. Donc, ce qui sécurise vraiment les investisseurs en cas de problème avec Mhm. Enki sur la partie opérationnelle,
etc., de faire en sorte que demain, il n'y a aucun créancier en fait qui pourra toucher aux revenus donc des contrats qui ont été signés ou au mobilier, quoi. Ouais, Donc ça, c'est ouais. vraiment une sécurité assez forte. Et nous, on est tellement convaincus en fait de notre business model que, par exemple, à la différence des plateformes de crowdfunding, tu l'as cité tout à l'heure, où il y a eu pas Mhm. mal de soucis, notamment sur de l'immobilier, en fait, on ne fait pas porter le risque en fait de nos clients à nos Mhm. investisseurs. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une plateforme où on va dire, voilà, on va signer un contrat avec X et la boîte, on l'a estimé à tel niveau de risque et ainsi de suite, et l'investisseur prête directement, on va dire, à la boîte un peu comme si on Mhm. était juste des intermédiaires et qu'on se commissionnait dessus. Ouais, Donc nous, c'est vraiment pas ça le modèle. Donc nous, le modèle, c'est de dire, on signe des contrats, on a des revenus qui sont prédictibles, et derrière, on va mettre en place, donc on va émettre, nous, des obligations. Donc c'est nous qui sommes l'émetteur de ces obligations pour justement mettre en place donc ces contrats. Et donc ce qui veut dire qu'indirectement, nous portons le risque de défaut de nos clients parce que, effectivement, on est prêt à faire ça parce qu'on maîtrise notre business model, on connaît la prédictabilité. Et très ouais. simplement, le gros avantage qu'on a, c'est que comme il y a un asset derrière, Bah bah, oui. un client qui ne paye pas, en fait, on va simplement récupérer le mobilier et demain, ce mobilier peut être reloué à d'autres clients et donc continuer finalement à Ouais. générer des revenus, quoi. Oui, c'est un peu comme une banque qui prête de l'argent pour acheter une maison. Elle sait que si la personne fait défaut, elle peut récupérer la maison, par exemple, ou l'appartement, quoi. Exactement. Et nous, ce qu'on constate auprès de nos clients, bah, c'est qu'on n'est en Mm. général pas le service qui paye en dernier lieu quand il y a Ouais, des difficultés, bah, parce que simplement, si on vient et qu'on retire le mobilier, ben, ça peut oui, créer quand même des gros soucis. ouais, ça Donc, peut être compliqué. donc voilà. Ok. Ouais, si je pouvais dire, justement, je voyais qu'il y avait une question de Pascal qui demandait combien vous aviez de salariés, tout ça. Si tu peux parler un peu, oui, Ouais, de je vais la essayer de boîte. passer vite fait parce que je vois qu'effectivement, au niveau timing, on a Ouais. été vite et qu'il y a peut-être quelques questions. Ben voilà, donc en résumé, on est aujourd'hui 24 personnes, on est full remote, l'équipe est répartie entre Bruxelles, Paris, on a quelques personnes aussi ailleurs, un peu en Europe. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que ben, je lis un petit peu ce qui a été noté, donc je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit. Euh, ouais, je pense que beaucoup a été dit. Je pense qu'on peut laisser Ouais. peut-être place aux questions Ouais, je pense un aussi, peu ça plus peut être pas efficaces. mal. Ouais, j'avais mis ça, mais bon, tu nous en as déjà parlé, donc je pense que. Je pense que j'ai déjà donné pas mal d'arguments. D'ailleurs, j'ai convaincu Euh, ma mère, pour le dire. On va aménager prochainement un appartement pour ma mère. Donc Ah voilà. bah bravo. Pour la petite histoire. Ouais, juste conclusion, oui, actif alternatif, donc oui, c'est diversification, pas spéculation, juste je répète ça, voilà, toujours bien comprendre, donc on investit, sélectionner les plateformes avec rigueur, on a une question sur ça, donc je vais rebondir après, et donc adapter l'allocation à son profil. Donc ouais, sur la question, Marc Rapido, ouais, il n'y a pas vraiment une checklist pour aller fouiner, pour voir si les personnes derrière les projets sont legit, comme on dit. Mais bon, après, tu fais des recherches Google, LinkedIn, ça peut souvent suffire. Enfin, j'ai déjà vu des faux profils aussi, il faut faire gaffe, il faut bien voir si la personne a pas- quand même des connexions, quand est-ce qu'elle a créé son profil et tout. Donc ça peut arriver. Mais voilà, faire des petites recherches, ça peut suffire. Étienne demandait combien vous avez de clients, contrats. Je crois que tu l'avais cité, rapido, 150 plus, je sais plus, j'ai plus le chiffre en Oui, tête. oui, donc là, on a signé entre. Bon, là, là, cette année, on a fait pas mal de performances, donc il faudrait voir un peu comment les chiffres ont évolué, mais on a autour de 120 à 150 dossiers, deals qui ont été faits depuis le début avec Enki. Ce qu'on constate, c'est que les deals deviennent de plus en plus gros aussi, donc ça, c'est intéressant. Mhm. La maturité du contrat. Ouais. Alors, oui, donc là, on rentre dans des questions assez techniques. Donc, Mm. effectivement, on ne va pas toujours suivre la maturité du contrat pour pouvoir donner la possibilité à nos investisseurs d'investir sur des plus courtes périodes, tout Mhm. simplement parce qu'en fait, on va, par exemple, avoir, comme je le disais tout à l'heure, un contrat qui va représenter de l'asset immobilier et des futurs revenus. Et en fait, dans cette enveloppe qui va évoluer avec le temps au fur et à mesure que les clients ben, payent leur loyer, on va dire que l'enveloppe loyer futur diminue légèrement. Donc en Ouais. fait, on va toujours baser sur ce sous-jacent euh, pour en fait avoir des investisseurs qui vont investir et puis d'autres qui pourraient effectivement investir. Et donc on permet en fait à certains investisseurs de pouvoir sortir. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de générer effectivement
cette mécanique d'investissement à courte durée. Mhm. Voilà, et donc ce qui répond effectivement à la question de se dire qu'on ne va pas toujours corréler à 100% la durée des investissements avec la durée des contrats, quoi. Ok, je vois. Après, ouais, ça, c'est des questions. Est-ce que c'est des choses dont tu peux parler sur la partie CA, RR? Je sais que c'est pas forcément. Oui, ben, disons que sur la partie CA aujourd'hui, on est autour de 1 million, 1,5 million. Donc Mhm, sur la partie CA, mhm. sachant qu'on est en forte augmentation, donc par rapport à l'année passée, en 2025, on a fait à peu près x3 ou presque Ah oui, x4. Donc ok. on sent qu'il y a vraiment une très très forte accélération. Il y a vraiment Mhm. une maturité. Donc ce qu'on constatait au début, c'est que les gens étaient tellement habitués en fait, à acheter que c'était pas toujours facile en fait, de faire évoluer les Ouais. mentalités. Et puis, je le dis un petit peu en avant-première, bon, il y en a quelques-uns qui le savent déjà, mais on est en train de lancer aussi un produit qui s'appelle le Leads Back. Donc, l'idée, Ouais. c'est qu'en fait, on est en train de, du coup, en plus de négocier des assez gros dossiers. En fait, Mhm. l'idée, c'est de se dire, bah, pour nous, le challenge, c'est parfois de trouver une société qui a besoin de nouveaux mobiliers, hein, puisque c'est à ce moment-là que nous, on peut aménager des espaces. Ouais. Et on a constaté qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et qui regrettent de ne pas avoir utilisé notre service. Mhm. Et donc, du coup, ce qu'on a lancé, c'est un modèle donc, qu'on appelle le leaseback, qui permet finalement de racheter le mobilier existant, alors pour peu qu'il convienne évidemment à la qualité on a un autre standard de qualité. Et donc, on rachète le mobilier, on leur loue du coup ensuite. Et donc, ce qui nous permet finalement d'avoir déjà un pied dans la porte, si on peut dire ça comme ça, Ouais. et donc finalement d'offrir la flexibilité sur du mobilier existant, donc du modèle Enki, de faire une opération immédiate, donc avec des revenus futurs, et surtout de sécuriser finalement l'acquisition pour de futurs besoins. Et donc ça, on sent que ça a vraiment un très fort potentiel chez nous. Et donc Ouais. ça va être un levier de croissance vraiment très important dans les Ok. prochains mois et années, quoi. Trop bien, très clair. Et, ouais, ça me permet de rebondir sur. Il y avait une question de Pascal. Alors, c'est une question qui en regroupe 10, 15. Ça fait une bonne checklist, en effet, pour Et checker. sur, par Alors, contre, le churn, j'ai pas répondu, donc on est entre 3 et 5%. Donc, ok. soit c'est vraiment des clients voilà, qui malheureusement ont des difficultés dans leurs activités et donc qui font faillite et donc on vient récupérer le mobilier. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous impacte pas trop, mais c'est vrai qu'on a parfois parmi nos clients des jeunes structures à qui on fait confiance et voilà, mais à nouveau, ça nous impacte pas et parfois même ça, je vais pas dire que c'est positif, mais en tout cas, bon, on prend des garanties sur les loyers, donc ce qui fait qu'on a parfois même de l'avance Ouais. de Ouais. trésorerie et qu'après, ben, on peut effectivement relouer ce mobilier. Ouais, Euh, très bien. Alors, quel est son marché international? Ouais, actuellement, vous êtes essentiellement en France, Belgique, ou Londres aussi? oui, alors aujourd'hui, on est sur la France, la Belgique, effectivement, historiquement. On fait pas mal de projets dans différentes zones géographiques. Donc, on a fait des projets aujourd'hui en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse. Donc voilà, donc on a en fait, pour nous, il n'y a pas vraiment de frontières. Alors, on n'est pas ultra actif dans tous ces pays en même temps, dans le sens qu'on fait de la prospection et tout. Donc, on a quand même pas mal de projets qui viennent à nous. Mais je dirais qu'aujourd'hui, nos trois plus gros marchés, c'est effectivement France, Belgique et Londres, effectivement UK, où là, on a quand même 3 personnes qui sont sur place. Et là, on sent effectivement qu'il y a un marché énorme qui peut. Enfin, il y a vraiment un marché énorme. Ouais. Comment s'assurer du taux de vacances ou d'utilisation réelle du mobilier? Alors, je ne sais pas si c'était d'un point de vue de l'investisseur. Est-ce que vous communiquez du coup sur ces taux ou... Bah, nous, en fait, c'est assez simple. Donc, en réalité, enfin, juste pour que je comprenne bien, taux de vacances. Donc, nous, on va pas acheter, en fait, on va rarement acheter du mobilier. Alors, on a une stratégie d'achat de stock qui est mise en place, mais en réalité, dans 80% des cas, en fait, on achète du mobilier en fonction d'un besoin, donc suite à un besoin, donc suite à un contrat qu'on signe. Et Ouais, donc, ce qui veut dire que voilà, le risque qu'on a du mobilier qui ne soit pas utilisé est extrêmement faible. ok, Et je on vois. constate aussi que le mobilier en fait, qui nous revient, qui a déjà été utilisé, que du coup on peut offrir à un meilleur prix,
bah, c'est toujours Mhm. le mobilier qui part le plus vite parce que ben, il est disponible tout de suite, parce que il y a toujours des entreprises qui sont à la recherche évidemment d'avoir un bon prix. Donc Ouais, on a vraiment voilà, pas trop de soucis à ce niveau-là. ok. Est-ce qu'il y a une app Enki qui est prévue? Alors oui, effectivement, c'est une demande qu'on a qui est assez constante. Donc effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de notre roadmap, de Roadmap. pouvoir faciliter à nos utilisateurs le fait de pouvoir voilà, avoir une app, effectivement. Et juste pour répondre à Romain sur la question annexe, combien vaut la console maintenant? J'ai pas regardé parce que j'ai pas envie de regarder. Je, je regarderai dans 20 ans quand je serai sûr. Romain, qui je pense est un de nos investisseurs. Ah, ok. Donc ça fait plaisir voilà, d'en voir quelques-uns parmi nous. Ouais, des concurrents, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Est-ce que vous en avez? En tout cas, moi, j'ai pas vu. Alors, aujourd'hui, on n'a pas des concurrents qui font exactement ce qu'on fait. Il existe des sociétés qui sont sur des niches bien spécifiques, certaines historiques. Par exemple, il existe pas mal de sociétés qui font de la location de mobilier pour de l'événementiel ou de la location pour les expats, par exemple. C'est des modèles qui sont assez répandus aux États-Unis, mais Ouais, qui n'ont jamais vraiment pris des ampleurs, enfin, qui sont jamais devenus des produits qui sont massivement, comment dire, utilisés. Je pense mhm, pour la question du prix, parce que le problème, c'est que à nouveau, quand un utilisateur analyse le prix de louer son mobilier et se rend compte qu'au bout d'un an ou deux, en fait, il a payé le prix du meuble, ben, tout de suite, c'est pas intéressant, quoi. Et donc, ouais, c'est là où finalement, avec notre modèle de viser vraiment du mobilier très long terme, on arrive à un peu casser cette barrière-là et faire en sorte que, voilà, on puisse rendre ce service. Enfin, notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que demain, ça soit la norme, en fait. En tout de cas, dans louer. un premier temps en B2B et même, je pense, dans un segment du B2C, de louer son mobilier. Et il y a une boîte, effectivement, qui est quand même assez successful, qui est vraiment très focalisée sur le bureau, plutôt gros compte, avec un modèle avec du mobilier qui est très limité. Ça s'appelle Nornorm, donc c'est une société, ils sont nordiques, donc ils sont Ouais. je crois que Danemark ou Suède. Ça marche assez bien, mais ils ont vraiment un segment très spécifique. Euh, voilà, peu de choix. Donc, c'est une façon d'approcher le marché. Nous, ce qu'on constate, c'est que on sent que nos clients aiment la diversité. Et donc, nous, on est convaincus qu'en fait, pour vraiment attaquer le marché dans sa globalité et toucher en tout cas un large segment de marché, il faut offrir beaucoup de diversité, euh, Ouais. voilà, beaucoup d'options et pas forcément se mettre dans un segment qui est plutôt niche. Donc nous, c'est un peu ce play-là qu'on joue, quoi. Et Mhm. aussi, on n'est pas dans une dynamique de levée de fonds massive, parce que c'est vrai que cette entreprise en question a levé beaucoup d'argent auprès de VC et autres, notamment aussi pour financer en partie le mobilier. Donc nous, on préfère quand même une approche voilà, un peu plus saine qui nous permet de nous déployer enfin, sur des bases qui sont voilà, plus solides, quoi. Ouais. Ok. Alors, attends, deux dernières questions et ensuite, je pense qu'on on va vous laisser retourner bosser. Délai moyen pour relouer, je sais pas si tu en as parlé rapido, mais enfin, je sais pas si. Oui, bah, je dirais que nous, c'est entre 3 à 6 mois qu'on reloue du mobilier. Parfois, c'est directement, on sait que le mobilier va revenir, donc on le place même avant Ouais, qu'il soit revenu, et parfois, ça peut prendre effectivement quelques mois. ok. Et pour les durées d'investissement, comme on l'a mis, je pense, quelque part sur la Ouais, présentation, mais peut-être que voilà, Marc l'a manqué. Donc ça peut commencer à 3 mois. Donc je dirais que les durées un peu plus classiques, c'est entre 12 24 mois et plus. Donc là, c'est un peu au choix des utilisateurs. ouais, Mais donc voilà. Donc effectivement, 3 à 48 mois, ça, c'est un peu les horizons de placement qui sont possibles avec nous. ok. Et peut-être ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que oui, vous permettez aussi, enfin, c'est pour les particuliers et pour les entreprises. Enfin, vous avez une offre aussi qui permet d'investir en tant que. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Bon à savoir. Ok, bah, je pense que on a bien fait le Pas de tour. souci. Merci à toutes et à tous pour les questions et d'avoir été là. Et merci à Issa pour
tous les détails. Encore une fois, si vous avez des questions, enfin, comme d'hab, vous savez, vous pouvez nous écrire par mail ou sur le Discord s'il y en a qui sont sur le Discord, ou celles et ceux qui écouteront sur YouTube pourront bah, laisser des commentaires. On check de temps en temps, donc on répondra sur YouTube pour le replay. Ok, bah merci tout le monde. Super, ben, Et merci Aïssa, à tous on et vous souhaite le merci à toi meilleur. aussi, Johan, pour l'organisation de ce Avec grand webinaire. En tout plaisir. cas, c'était très cool, c'était un plaisir d'échanger. Et à nouveau, merci pour tout ce que tu fais pour, je pense, pour la communauté et pour voilà, évangéliser, faciliter la compréhension à l'investissement. Et donc, je pense que c'est hyper important et c'est pour ça que, en tout cas, nous, pour nous, c'est un plaisir de soutenir l'initiative. Et donc, on C'est va gentil. continuer à le faire. Donc voilà, Bah de même, je renvoie la balle. Bravo à vous pour tout ce que vous génial. faites. Et merci tout le monde. Et à bientôt. Voilà, bon Merci à après-midi. tous. Bon après-midi.